Retour sur le joli plateau des universités 2021 de la coordination en santé. J'espère que le déjeuner a été bon, les ateliers fructueux. Alors, l'organisation m'a chargé de vous transmettre un message et surtout ses excuses parce que je crois qu'il y a eu pas mal de petits bugs techniques au démarrage des ateliers et des sessions qui ont pris du retard du coup. Néanmoins, les ateliers ont été très intéressants, très riches. Demain, c'est promis, tout sera nickel, comme on dit. Donc voilà, encore des excuses pour le démarrage de ces ateliers. Bienvenue à cette session de l'après-midi. Notre table ronde de l'après-midi s'appelle Santé mentale des jeunes. On va parler des jeunes. Quels enseignements tirer de la crise du Covid en faveur de la coordination toujours? Alors, on met souvent le prisme sur la personne âgée, la personne handicapée, etc. Et on laisse souvent de côté les jeunes. Eh bien, on a souhaité aujourd'hui et cet après-midi particulièrement organiser une table ronde dédiée spécifiquement à cette population de jeunes. Ils ont été, on le sait, les premières victimes du contre-coup de la Covid. Alors en France, on le sait, il n'est pas une, mais plusieurs jeunesses à tout niveau d'âge et de typologie de public, de dispositifs de coordination existent, ça c'est vrai, ils existent, pour répondre aux différents besoins de prise en charge. En 2020, la crise du Covid a aussi impacté ce secteur et ses différents acteurs. Et ça a révélé finalement à la fois des failles dans l'intégration des services, mais aussi des actions profitables. On va en parler aussi à certains jeunes en difficulté dans ce contexte tout à fait particulier. Alors, quelles leçons tirer aujourd'hui de cette crise pour améliorer la coordination future de tous ces dispositifs? Eh bien, c'est tout l'objet de notre table ronde avec une très belle équipe. Je suis ravie d'avoir tous ces intervenantes autour de moi. Une fois n'est pas coutume, que des femmes. Je vais vous les présenter tout de suite. Séverine Pavoine, en face de moi. Bonjour, vous êtes pédopsychiatre et vous faites partie de l'équipe ressources des déclics d'Occitanie. Vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit. Wissal Achargui, bonjour et bienvenue. Vous êtes chargée de recherche et développement chez Nightline, qui est une ligne d'écoute pour les étudiants créée en France en 2016. On va en parler aussi. Bénédicte Allard, bonjour et bienvenue. Vous êtes chargée de projet en santé publique au service de santé universitaire de Toulouse. Et puis on a aussi le plaisir d'accueillir à distance Rachel Baucher, psychiatre d'adolescents et adultes au CHU de Nantes. Vous êtes en visio depuis Nantes. Merci d'être là, Madame Baucher. C'est avec vous que j'aimerais ouvrir cette table ronde. Vous nous entendez bien, on vous voit bien. Je ne sais pas si vous n'êtes pas sur Oui, mute. Ça y est, voilà. Donc je l'ai dit, vous êtes psychiatre d'adolescents et adultes au CHU de Nantes. Vous travaillez plus particulièrement sur une unité pour adolescents en crise. Vous avez créé l'unité Covid et santé mentale. Vous êtes également présidente de l'intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers. C'est à ce titre que vous intervenez avec le gouvernement pour adapter la santé suite à la crise Covid. Alors, vous êtes notamment signataire des accords du Ségur de la santé. Vous avez donc une vision tout à fait globale et nationale. Vous avez participé à beaucoup de tables rondes. Vous êtes très sollicité sur le sujet, donc on est ravis de vous avoir auprès de nous. Ma première question, elle est simple. Dites-nous en quoi la pandémie s'est révélée un catalyseur de vulnérabilité sur les jeunes, très concrètement. alors très concrètement, alors bonjour à tous, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Même si je suis à distance, c'est avec plaisir que je suis avec vous. Donc quelques données générales, alors je n'étais pas là du tout ce matin et demain, mais je souhaite donner quelques données générales, quelques chiffres avant de répondre précisément à la question là. Des choses, des données utiles que tout le monde connaît, mais je pense que c'est important de les redire. Premièrement, la santé mentale est une composante essentielle de la santé. Il n'y a pas de santé globale sans santé mentale, sans une bonne santé mentale. Deuxièmement, la santé mentale est un état de bien-être et d'attitude de l'esprit à fonctionner normalement, c'est-à-dire à répondre de manière appropriée aux stimuli de l'environnement. Troisièmement, lorsque cet état de bien-être est perturbé ou parasité par des éléments extérieurs, comme on le voit non seulement la pandémie, mais les éléments de confinement, alors peuvent apparaître des troubles mentaux tels que le stress, l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire et bien sûr aussi des idées suicidaires. Ainsi, l'individu n'est plus capable d'avoir un équilibre psychique satisfaisant. Point majeur, 75% des troubles mentaux apparaissent avant 25 ans, avec les répercussions cognitives qu'on connaît et cérébrales qui sont majeures en ces périodes sensibles de transition entre 15 et 25 ans. Les conséquences sont non seulement économiques, je rappelle quand même que les troubles mentaux en 2019 ont fait 109 milliards d'euros, mais également c'est les troubles sociaux puisque l'espérance de vie est réduite
de 10 à 15 ans, mais aussi sanitaires. Les maladies mentales sont la première cause d'handicap acquis, avec, si on prend pour le suicide, 10 000 morts par suicide sur cette tranche d'âge. Donc cela nous incite à la plus grande vigilance en dehors de toute pandémie. Alors l'intérêt de la pandémie, c'est d'avoir mis l'accent sur cet âge-là, mais même en dehors de toute pandémie, c'est sur les sujets vulnérables que sont les adolescents et les jeunes adultes qui peuvent développer une souffrance psychique, qui peuvent passer inaperçues comme un repli sur soi, une tristesse, un isolement et surtout des scarifications. Donc, il faut savoir qu'en dehors de toute pandémie, les jeunes Français ont une représentation très négative, la plus négative des Européens, puisque concernant leur avenir, puisque ça correspond à 30 à 35% des jeunes qui ont une représentation négative de leur avenir. Alors, une étude du CREDOC, c'est le Centre de recherche des conditions de vie, en 2019, remettait en cause, parce qu'il faut le remettre, ce mythe de la jeunesse qui est souvent vécu comme synonyme de robustesse, de force et même de résilience. Être jeune n'est pas toujours synonyme de bonheur. Attendez, vous m'entendez ? Très bien, on vous voit et on vous entend. Hein. Ne réglez rien, ne touchez à rien. C'est parfait. D'accord. Alors, être jeune n'est pas synonyme de bonheur si on en juge les chiffres. 1 sur 4 des adolescents et jeunes adultes, 1 sur 4 sont en situation de souffrance, alors que seulement 75% d'entre eux bénéficient d'une aide médicale ou d'une aide psychologique. 75% des 25%. 24% d'entre eux éprouvent régulièrement un sentiment de solitude, avec, pour 12%, un sentiment d'isolement relatif, mais pour 6%, une situation d'isolement très important. Alors, bien entendu, les facteurs précipitants sont les suivants. Départ du domicile des parents, solitude affective et sentimentale, la précarité financière et professionnelle, et puis les mauvaises conditions de logement. Ça, on l'a vu de façon majeure en période de Covid. Donc effectivement, comme vous me l'avez posé comme question, la pandémie s'est révélée être particulièrement un catalyseur de vulnérabilité, en accentuant cette triple peine aussi bien affective, financière, sociale et culturelle. En ce début d'année 2020, une étude Ipsos rappelait qu'un état très préoccupant de la santé mentale des jeunes, il ne s'agit plus de 24%, mais plutôt de 32% des 18 à 24 ans qui présentent des troubles psychiques importants tels que une faible estime de soi, une anxiété, une irritabilité, des troubles du sommeil, et puis bien entendu, forcément des idées suicidaires et un risque suicidaire élevé, avec une hausse quand même de 8 à 10%. 2 à 3 jeunes sur 3, 2 sur 3 ont des émotions négatives qui rendent difficile la vie au quotidien, puisque ça diminue considérablement leur capacité d'attention, leur capacité de concentration, aussi bien au quotidien que bien entendu au niveau de l'université. Plus de 40% des 18 à 24 ans présentent, on l'a vu, un trouble anxieux généralisé. Rappelons-nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, en janvier 2021, ces jeunes lassés, démoralisés, précarisés sont descendus dans la rue pour justement se dénoncer ça, ce triple déficit, les effets dévastateurs de la crise. Ces états d'épuisement psychologique, souvent qualifiés de burn-out, sont le résultat justement de ces hypervigilances permanentes qui sont le fruit d'addition, c'est-à-dire le télétravail, les troubles du sommeil, les troubles d'attention et de concentration, et puis surtout, il faut le dire, une absence de lisibilité sur le futur immédiat. Cette absence de lisibilité est en plus conjuguée avec cette solitude affective. On sait bien, pour les jeunes, pas seulement, mais surtout pour les jeunes, le groupe d'amis et des pairs est indispensable, elle est indispensable et indissociable de la construction du sentiment d'identité et de la construction aussi du sentiment d'estime de soi. La pandémie, le confinement ont déclenché pendant tous ces mois
un afflux de nouvelles demandes, je le confirme, en consultation, en hospitalisation, chez ces jeunes de 15 à 25 ans. On peut évoquer un effet générationnel, mais on va aussi évoquer un paradoxe, parce que ces jeunes qui ont été touchés par le Covid-19, c'est ceux qui sont le plus touchés, le plus marqués par des états phobiques et anxieux. Ces états phobiques et anxieux sont liés aux différentes peurs. Je vous les cite, mais vous les connaissez. C'est bien sûr la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de la contamination et surtout la peur de la solitude. Au Madame sentiment Bauchet, d'isolement et de je vous coupe. Oui. Je vous coupe parce que le temps passe vite, mais vous avez dressé un constat alarmant avec des chiffres tout à fait parlants. On va y revenir avec les autres intervenants de cette table ronde. Je voudrais je vous relance juste sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez mentionné le sentiment de solitude. J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur cette terminologie parce que c'est un sentiment qui est plutôt anormal à cet âge-là. Est-ce qu'il a été exacerbé par cette crise du Covid? Je pense que c'est ce que vous avez pu remarquer. Et puis, en conséquence de ça, effectivement, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, dans vos cabinets, en consultation? Écoutez, bien sûr, vous avez tout à fait raison de poser la question. La pratique clinique a montré que ce sentiment de solitude, qui est un sentiment subjectif, qui est beaucoup plus vif que le sentiment réel de solitude, les jeunes se sentent beaucoup plus malheureux, beaucoup plus rejetés, avec en lien ce sentiment d'estime de soi considérable, avec une perte d'estime de soi considérable. Ce sentiment profond de solitude a même été qualifié par un de mes collègues, David Gourion, d'épidémie de solitude. Alors effectivement, cette exacerbation de sentiment de solitude, en cette période douloureuse de pandémie, cette exacerbation de sentiment de solitude a pu amener des troubles particuliers. Je les cite au nombre de 4. 1. Des sentiments de persécution, comme le monde extérieur nous persécute, amenant à des positions de repli social, amenant à des positions même quasiment paranoïaques chez les jeunes, qui ne sont pas des positions délirantes, mais qui sont des positions de mise à l'abri. Deuxièmement, des émotions, une sensibilité émotionnelle très exagérée, ce qui entraîne quoi? C'est des traits caractériels, une agressivité redoutable. Troisièmement, ce qu'on a tous vu, ce qu'on a tous constaté, une augmentation de la consommation des toxiques, que ce soit l'alcool, les toxiques, les médicaments psychotropes qui ont été en nette augmentation en ce qui concerne les anxiolytiques et les hypnotiques. Et en fait, surtout, la solitude va aussi impacter la santé somatique, il ne faut pas l'oublier, la santé somatique avec l'apparition de troubles du comportement alimentaire, d'obésité morbide et surtout de troubles cognitifs. Donc il faut savoir que pendant cette période de pandémie, il y a eu aussi un excès de mortalité lié probablement à l'isolement social de ces jeunes qui n'ont pas pu demander de l'aide en temps et en heure suffisamment tôt. Merci Madame Bauchet de nous avoir posé les termes du débat, d'avoir dressé ce constat qui est très alarmant. Une épidémie de solitude, je vais vous faire toutes réagir à cette terminologie qui est assez choquante, mais effectivement, si on regarde la réalité des mois qui viennent de s'écouler, effectivement, ça se justifie. Séverine Pavoine, vous êtes pédopsychiatre, vous faites partie de l'équipe ressources des déclics d'Occitanie. Expliquez-nous ce qu'est cette équipe ressources des déclics d'Occitanie. Oui, merci effectivement de nous avoir invités à cette table ronde essentielle dans le contexte, vous l'avez dit. Déclic, c'est un acronyme qui veut dire dispositif de clinique indirecte concertée. C'est une organisation de travail assez spécifique à la région Occitanie dans le champ de la santé. Actuellement, il y a 6 départements qui sont pourvus et une équipe ressources à vocation régionale qui est là pour capitaliser sur les savoir-faire des départements qui sont donc là déjà engagés, et avec le projet d'implanter des déclics dans tous les départements en région Occitanie. Pour comprendre ce qu'est un déclic, il faut comprendre en fait sa population cible. Ce sont des enfants, adolescents et jeunes adultes qu'on a qualifiés d'incasables à un moment donné, des jeunes dits en situation très complexe, qui sont des enfants qui ont été maltraités, qui ont vécu des négligences et des carences affectives majeures très tôt dans leur vie et qui du coup vont développer des troubles psychiques ou psychiatriques plus ou moins sévères, des difficultés d'apprentissage et donc d'insertion à l'école et globalement des troubles de la relation qui vont amener des difficultés d'insertion sociale et ce tout au long de la vie quand même. Ce sont des jeunes qui cumulent des facteurs de vulnérabilité individuels, familiaux et sociaux aussi extrêmement importants.
L'idée des déclics, c'est quand même de pouvoir organiser autour d'eux des accompagnements, des environnements soignants qui font participer évidemment tous les acteurs engagés. Ce sont des acteurs sanitaires, médico-sociaux, l'éducation nationale, éventuellement la protection judiciaire de la jeunesse si ces jeunes s'inscrivent dans des parcours de délinquance. Et donc le rôle de l'équipe de déclic à proprement parler, c'est à partir d'une enquête biographique très fine sur des parcours extrêmement chaotiques qui ont mobilisé de multiples acteurs. Donc à partir de cette enquête, d'organiser des réunions de concertation pluriprofessionnelles, les fameuses RCP qui sont très communes dans les réseaux de santé et qui permettent justement à l'ensemble de ces acteurs de retrouver un sens à l'accompagnement, au travail et de pouvoir durablement accompagner ces jeunes qui ont énormément besoin de stabilité. Donc vous l'avez dit en entrée, et je trouve cette introduction essentielle de pouvoir insister sur le fait qu'il y a des jeunesses en France, et les déclics se sont effectivement centrés sur une jeunesse, on va dire, très vulnérable et quand même relativement invisible, mais ça, petit à petit, on y travaille. Et du coup, sur ce sentiment de solitude, ça va un petit peu se décaler dans ces situations-là, puisque ce sont des jeunes qui sont essentiellement accompagnés en institution. Beaucoup, par exemple, en famille d'accueil ou en foyer dans le cadre de la protection de l'enfance, en établissements médico-sociaux, bien sûr dans les structures sanitaires de type hôpitaux de jour ou parfois hospitalisation de temps plein. Donc il y a autour d'eux quand même un réseau important de professionnels qui, dans le moment de la crise, au moment du confinement, ont continué à travailler. Et d'ailleurs, on peut vraiment souligner leur engagement. Qu'avez-vous pu observer quand même concrètement et précisément des effets de la crise sur cette population déjà très vulnérable? Alors, contre toute attente, au moment du premier confinement, ce sont des jeunes qui étaient bien. Leur état ne s'est pas du tout dégradé, voire certains étaient même mieux, dans le sens où ils étaient moins agités, moins instables. Alors, on a essayé de comprendre ce qui se passait, parce qu'évidemment, on a été extrêmement étonnés de ce constat. On comprend qu'en fait, dans ce temps de ralentissement de la vie, il y a eu beaucoup moins de pression, notamment de pression scolaire, par exemple, beaucoup moins de stimulation. Et Dr Boucher vient de rappeler à quel point c'est ça la question de la santé mentale, comment on peut répondre aux stimulations de l'environnement. Et ben, quand cet environnement est encore plus calme, et ben, du coup, ça permet à certains, en tout cas, de mieux s'y retrouver. Ce qui fait aussi qu'ils sont restés, je crois, dans une situation, au moins au début, plutôt stable, c'est que les professionnels, eux, sont restés extrêmement présents auprès d'eux. Et ont tout fait pour que le quotidien de ces jeunes ne soit quand même pas trop perturbé. Par contre, d'emblée, on perçoit des professionnels, donc des collègues éducateurs, les psychologues, mais aussi des médecins, etc., qui, eux, ont été beaucoup plus percutés par ce premier confinement et la crise. Et du coup, la déstabilisation de ces enfants, voire les décompensations de troubles, se sont observées un peu plus tard, plutôt à la rentrée 2020 et surtout au moment du deuxième confinement. Vous me disiez que finalement, vous aviez été assez surpris parce que les jeunes, finalement, ont beaucoup de ressources. C'est ça que vous avez vraiment noté? Alors en tout cas, ils étaient déjà inscrits dans des accompagnements investis par eux. Et effectivement, c'est cet environnement-là qui a fait ressource. Je pense que ça a montré à quel point, et je crois que ça permet aussi de soutenir le rôle des équipes d'appui, quelles qu'elles soient, c'est qu'on peut avoir un effet comme ça indirect. C'est pas pour rien que les déclics s'appellent clinique indirecte. On est vraiment sur cette construction-là à plusieurs niveaux, à plusieurs étages du soutien à des populations très vulnérables, à compter du moment où les adultes de référence, ceux qui étaient autour d'eux et qu'ils avaient investi, ont pu rester mobilisés et, j'allais dire, psychiquement disponibles et relativement vivants. Ces jeunes ont réussi à supporter l'effet du premier confinement. Par contre, depuis l'automne dernier, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement et concrètement, qu'est-ce que vous observez depuis l'automne dernier? Alors beaucoup plus. Ce sont des jeunes qui se manifestent le plus souvent par des troubles dits de l'agir, des troubles des comportements, des troubles des conduites de type des fugues par exemple, des moments d'agressivité, on l'a entendu, parfois de la violence même physique. Donc ces troubles-là se sont nettement majorés. On voit aussi, c'est beaucoup plus insidieux et plus lent, mais un désintérêt pour les apprentissages, donc un décrochage qui est en train de s'installer. C'est plus difficile pour eux de s'inscrire dans des dispositifs scolaires, même s'ils sont adaptés à leur handicap ou autres. En tout cas, ils sont venus mettre encore plus en tension les adultes qui les accompagnent et leur environnement, et ça peut s'accompagner de ce qu'on appelle des ruptures de parcours, c'est-à-dire des exclusions d'établissements ou des changements itératifs de famille d'accueil ou de foyer, c'est-à-dire qu'on revient à des trajectoires de vie très instables.
Le docteur Baucher nous a donné toute une série de chiffres. Il y en a un qui m'a frappé. Vous nous avez dit tout à l'heure que plus de 30% des jeunes ont aujourd'hui une représentation tout à fait négative de leur avenir. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, vous aussi, Madame Pavoine? Alors, ils avaient déjà avant le confinement des difficultés de projection. Ce sont des jeunes qui vivent extrêmement, en tout cas pour la population reçue par les déclics. Ils ont déjà une vraie difficulté à se projeter parce que leur trajectoire antérieure, et des fois dès la petite enfance, est marquée de beaucoup d'aléatoires. Donc là, ce qui est renvoyé, c'est qu'effectivement le sentiment de précarité, de fragilité, de difficulté à se projeter sur une vie qu'elle soit, est encore plus marqué. Donc ça, en fait, ça a exacerbé, on a tout à fait entendu la première intervention, c'est venu majorer des points de fragilité déjà repérés, mais qui évidemment sont beaucoup plus importants, plus intenses et probablement bien plus durables. Autre chiffre que vous nous avez donné, Madame Baucher, 75% des troubles mentaux apparaissent avant 25 ans, d'où l'importance d'une écoute, d'un accompagnement. Je vais vous passer la parole, Wissal Achargui, puisque vous êtes, je l'ai dit, chargée de recherche et de développement chez Nightline, qui est une ligne d'écoute pour les étudiants. Finalement, c'est un bon thermomètre de la situation étudiante. Expliquez-nous ce qu'est concrètement Nightline. Alors, bonjour déjà et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous toutes aujourd'hui. Nightline, qu'est-ce que c'est? Nightline, c'est une association étudiante qui a été fondée en 2016 pour et par les étudiants et qui est basée sur le concept anglo-saxon d'aide par les pairs. C'est une association qui intervient et qui œuvre à améliorer la santé mentale étudiante en intervenant avec une multitude de projets, comme par exemple la ligne d'écoute nocturne sur laquelle je vais revenir, comme l'annuaire de recensement de tous les soutiens psychologiques en santé mentale étudiante dans la région parisienne, ou encore à travers des actions de communication et de plaidoyer. Concernant l'écoute nocturne, elle est assurée par des étudiants qui sont bénévoles et qui sont formés à l'écoute active au cours d'une... Ça, c'est important. Ce sont les étudiants qui écoutent les étudiants. Absolument. Toujours sur le concept d'aide par les pairs, c'est des étudiants qui sont formés à l'écoute active et qui, au cours des échanges avec les appelants, se font véritablement le reflet, le miroir de ce qui va être dit par l'appelant. Il faut savoir que Nightline est implanté dans 5 villes, dont Toulouse. Il y a aussi Paris, Saclay, Lille et Lyon. Et que... Pas une ligne nationale, donc. Pardon ? Ça n'est pas une ligne nationale. Qu'elle est assurée en français et en anglais 7 jours sur 7, et qu'elle est basée sur 4 principes qui sont partagés avec toutes les autres Nightlines partout dans le monde, parce que c'est quand même une structure qui préexiste à la France et qui existait déjà notamment en Allemagne, en Irlande, au Canada et en Angleterre. Ces 4 principes sont l'anonymat, la confidentialité, le non-jugement et la non-directivité. Et c'est très certainement à cet endroit-là que se situe un peu notre spécificité. Puisque la non-directivité, c'est-à-dire qu'à aucun moment, le bénévole écoutant ne se fait le guide, ne conseille ou ne donne des orientations quelconques à l'appelant. Donc c'est donc une ligne d'écoute qui permet à l'appelant de faire part de son récit de vie, de s'ouvrir sur ce qui lui semble important, de façon anonyme, accessible, gratuite, en gardant toujours en tête l'idée qu'il n'y a pas de petits problèmes et que toutes les raisons peuvent justifier un appel. Alors, qu'avez-vous pu observer en traversant cette crise? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner, Wissal? Absolument, j'ai quelques chiffres à vous donner. Nous, les chiffres qui nous ont paru les plus parlants, c'était surtout l'idée qu'au cours du premier confinement, plus de 11% des étudiants ont été en proie à des idéations suicidaires, d'après l'enquête iShare de 2020. Toujours au cours de la période du premier confinement, c'est 33% des étudiants qui sont en proie à des symptômes dépressifs. Nous, de notre côté, on n'est pas statisticiens, mais on a remarqué un pic d'appels à chaque annonce gouvernementale, c'est-à-dire annonce des confinements, annonce des couvre-feux. Ça a été ça a été très anxiogène pour les appelants. Et plus généralement, on a remarqué aussi dans les thématiques des appels qui sont évoqués au cours des appels, un bouleversement avec la solitude qui arrive en seconde place, les problèmes relationnels qui arrivent en première place, angoisse et dépression en troisième place, et Covid-19 et toutes les angoisses qui lui sont liées en quatrième place. Alors, vous l'avez dit, vous avez mis en place un projet d'annuaire qui avait été initié avant le Covid, mais qui a été quelque peu précipité avec la crise sanitaire. Dites-nous en quoi ça consiste. Alors, le projet d'annuaire, c'est un projet qui a été initié en partenariat avec le Crous et la mairie de Paris et qui incarne donc un exemple parfait de ce qu'est un projet en coordination, enfin une coordination en santé mentale étudiante.
C'est un annuaire qui recense tous les soutiens en santé mentale étudiante sur la ville de Paris et qui est interactif, c'est-à-dire qu'avec ce qui est vraiment important dans la vie de l'étudiant, il va pouvoir obtenir la liste de tous les soutiens auxquels il peut avoir droit, c'est-à-dire à partir des langues qu'il parle, à partir de l'endroit où il fait ses études et à partir de son lieu de résidence, il va avoir une liste très, très accessible, très interactive, avec la distance, avec l'accessibilité, ce genre de choses. Donc c'est un annuaire qui a été usité par plus de 135 000 bénéficiaires à date. Merci, on reviendra tout à l'heure vers vous, Wissal, pour d'autres questions. J'aimerais qu'on entende Bénédicte Allard. Bonjour et merci d'être là. Justement, bonjour. La transition est parfaite puisque vous avez implanté l'antenne Nightline à Toulouse. Je rappelle que vous êtes chargé de projet en santé publique au service de santé universitaire de Toulouse. Dites-nous un mot sur votre service. Quelles sont ses missions, ses objectifs ? Alors, on est le service de santé universitaire de l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées. Donc, on réunit plusieurs universités, plusieurs écoles d'ingénieurs. On a plusieurs établissements d'enseignement et en tout, on a 100 000 étudiants sur Occitanie-Ouest. Donc, 90% sont à Toulouse et 10% sur les villes d'équilibre, les villes universitaires d'équilibre. Ces services sont obligatoires dans chaque université ? Oui. D'accord. Et concrètement, on est une 60aine de soignants répartis dans les 3 grosses universités de Toulouse. Et on a des permanences infirmières et de psychologues dans les villes universitaires d'équilibre. Et donc, on a des infirmiers, des médecins, des psychologues, des assistantes sociales, un médecin sexologue, une nutritionniste. Et moi qui suis chargée de projet en promotion de la santé. Et nos missions, c'est d'assurer une veille sanitaire des étudiants avec des examens de santé. Et de proposer des actions de promotion de la santé aux étudiants. Est-ce que les jeunes, est-ce que la population étudiante vient naturellement, se rend dans votre service Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ? Oui, alors ça se fait naturellement, mais on communique beaucoup et malgré la communication, on a très peu d'étudiants qui nous connaissent. Mais c'est un problème qui est dans tous les SSU de France, dans tous les services de santé universitaires de France. Et au dernier recensement, il y avait un tiers des étudiants qui nous connaissaient. Mais c'est lié au fait que c'est une population qui va bien. Elle n'est pas forcément intéressée par sa santé en général. Mais là, c'est vrai que la crise a exacerbé la problématique de la santé pour les étudiants. Donc, je pense que ça nous a été très favorable finalement en termes de connaissance du service. Alors justement, qu'est-ce que vous avez vu apparaître avec la crise sanitaire sur cette population ? Alors là, je reviens sur ce qui a été dit. On a vu apparaître des choses qui existaient déjà. Ça n'a fait que les augmenter, les intensifier. Et donc, c'est intéressant qu'on intervienne maintenant dans ce colloque qui parle de coordination des acteurs, parce qu'effectivement, on parlait souvent très peu des jeunes, puisque les jeunes, c'est une population qui normalement va plutôt bien. Et quand elle a un problème de santé, elle n'en a qu'un, mais ça s'avère de moins en moins vrai. Nous, on a la chance d'avoir cette équipe pluridisciplinaire et elle répond à beaucoup de nos problématiques, puisque finalement, on a un étudiant qui vient pour une problématique sociale, donc qui vient pour voir une assistante sociale, et puis finalement, il est un peu dépressif, il consomme un petit peu trop de cannabis et puis il a des histoires un peu compliquées peut-être au niveau sexuel. Donc ça fait qu'on arrive à prendre en charge relativement bien ces étudiants grâce à cette interdisciplinarité. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels on n'a pas forcément d'emprise et pour lesquels on a vraiment besoin d'un réseau d'acteurs comme Nightline, comme plein d'associations étudiantes, le soutien des universités pour ouvrir des postes, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, c'était l'objet de ma question prochaine. Est-ce que vous arrivez à répondre à toutes les problématiques aujourd'hui ? Non, c'est vrai que on arrive en partie à y répondre, mais il y a des problématiques qui sont très complexes. C'est ce qui nécessite cette coordination. Sur le logement, par exemple, on travaille beaucoup avec le Crous, mais on ne répond pas à toutes les problématiques. On a quand même souvent, en septembre, des étudiants qui dorment encore dans leur voiture. Ça, c'est une réalité. Hein. Ouais. Ouais. C'est la problématique la plus saillante que je vois. Après, voilà, c'est de l'humain. Donc, La question que j'ai envie de vous poser à toutes les trois, pour l'instant, on a perdu Madame Baucher, mais je ne désespère pas qu'on la récupère tout à l'heure. Mais comment organiser une meilleure coordination avec les enseignements qu'on a tirés de cette crise sanitaire ? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez, sur lesquelles vous travaillez Séverine Pavoine, peut-être ?
Oui, c'est bien sûr déjà des questions essentielles et puis même sa structure des dispositifs. Il y a des structures quand même de coordination, mais effectivement, cette situation de crise a montré la limite probablement de l'existant. Et vous le dites très bien, l'une des premières limites, l'un des premiers freins, c'est de pouvoir, enfin, que les acteurs connaissent le dispositif existant et de manière à l'utiliser. Donc il y a vraiment une question de visibilité. Donc les annuaires peuvent répondre à ces problématiques-là, mais je pense que nous avons à investir bien plus aussi les outils de communication et de faire vivre l'existence sur les territoires. Après, ces dispositifs eux-mêmes, et c'est probablement ce qu'on peut aussi apprendre de cette crise, c'est que ces dispositifs sont quand même centrés sur des populations plus ou moins définies. Et donc la difficulté toujours, bien sûr, c'est de savoir qui interpeller pour telle situation, pour telle ou telle situation. Il y a des fois des critères d'entrée, des entrées conditionnelles en fait, qui vont être un frein à l'utilisation d'un service quel qu'il soit. Par exemple, l'âge. Par exemple, les maisons des adolescents ont une tranche d'âge d'intervention, si je ne me trompe pas, des 11-25 ans. C'est-à-dire que si vous avez 10 ans, et même si vous avez une problématique qui pourrait trouver une réponse à la MDA, vous ne pouvez pas y aller. Donc il n'y a pas encore d'équivalent de maison des enfants pour les moins de 11 ans. Vous voyez, donc on est très vite confronté à ces problématiques-là. Ce que je dis là, ce que je souligne, c'est que la fragmentation de notre système complique de fait les choses. C'est un élément de la complexité que nous avons à traiter, parce que il y a quand même des ressources. Elles ont des moyens insuffisants sans aucun doute. On pourra parler de la protection de l'enfance, par exemple, puisque c'est plus le champ sur lequel je vais intervenir. Il y a des moyens qui sont insuffisants. Mais même quand ils sont existants, le fait qu'ils aient des périmètres de mission ou d'action des fois très serrés ou des conditions d'entrée, c'est un frein à leur utilisation. Donc en termes de coordination, nous avons aussi à réfléchir à des questions d'intégration, en tout cas dans les territoires, de manière à surtout simplifier l'utilisation par les usagers, qu'ils soient du public ou d'autres professionnels dits de première ligne qui auraient besoin d'une orientation plus spécialisée. Donc c'est vraiment une conception sur le système global. Vous parlez des territoires, je rebondis avec vous, Madame Allard, parce que vous me disiez que sur les villes universitaires d'équilibre, peut-être vous pouvez nous préciser ce que veut dire cette terminologie. Oui, c'est les 10% de notre périmètre d'étudiants qui ne sont pas à Toulouse, donc c'est Albi, Tarbes, Rodez, etc. Il y en a 8. Sur 10. Ces villes d'équilibre, comment est-ce que vous arrivez à coordonner justement vos services ? Je vais répondre également à votre question précédente par rapport à finalement la crise a aussi accéléré nos processus de coordination, rien que sur le volet promotion de la santé mentale. Finalement, ça a accéléré l'implantation de Nightline, et donc c'est déjà un premier filet pour les étudiants qui ont des idées suicidaires. On avait aussi dans les tuyaux de faire une convention avec les MDA, et justement les MDA elles viennent vraiment répondre à nos besoins, parce qu'on n'a pas un psychologue dans chaque ville d'équilibre, parce qu'on a trop peu d'étudiants sur chaque ville d'équilibre. On a aussi eu un appel d'air grâce au chèque psy et soutien psy étudiant, mais ça aussi, ça a demandé une certaine coordination entre nos équipes et les autres, et être sûr que chacun se connaisse et se renvoie la balle si besoin. Justement, Wissal, là c'est un bon exemple. Est-ce que vous vous connaissiez auparavant ? Est-ce que vous êtes coordonnés entre vos différents services ? Nightline, est-ce que vous connaissiez le service de Madame Allard, etc. Et inversement. Est-ce que c'est pas là-dessus déjà qu'il faut commencer à travailler aussi pour mieux se coordonner ? Absolument. Apparemment, oui, on se connaissait, puisque ça a été du fait de son dispositif que Nightline Toulouse a pu s'implanter. Et pour nous aussi, c'est hyper important d'être présent ailleurs qu'à Paris pour être au plus proche des étudiants. Est-ce qu'il y a des projets de développement sur d'autres villes, d'autres grandes villes, et à quelle échéance ? Parce que j'imagine que ça aussi, la crise sanitaire a montré qu'il y avait un vrai besoin sur tout le territoire finalement. Absolument. Nous, notre objectif sur le long terme, malheureusement, on n'a pas encore d'échéance, mais notre objectif sur le long terme, c'est d'étendre ce dispositif d'annuaire interactif à l'ensemble du territoire français. On avait commencé à faire un premier recensement qu'on a actualisé au cours du deuxième confinement, avec tous les soutiens en santé mentale et étudiante, mais malheureusement, ce n'est pas sous la forme aussi interactive, aussi accessible de cet annuaire-là, mais c'est notre objectif. Est-ce que vous avez un retour des étudiants sur l'utilité, on s'en doute, mais vraiment les résultats que peuvent apporter un service comme Nightline ? Est-ce que vous avez des moyens de mesurer ça aujourd'hui ? Ils sont en position de laisser des commentaires anonymes, et c'est plus ou moins le seul accès qu'on a, puisqu'on tient énormément à conserver et à cultiver aussi bien l'anonymat que la confidentialité des échanges. Mais je pense que le mot qui
qui résumerait le mieux l'action Nightline, c'est vraiment son accessibilité. Avec l'idée qu'il n'y a pas de petits problèmes et que donc des étudiants qui auraient du mal à s'orienter vers un psychologue, qui s'auto-censuraient en ayant en tête que leurs problèmes comptent pas tant que ça, qu'ils vont pas forcément avoir recours à un psychologue parce qu'ils ont raté un examen, parce qu'ils se sont disputés avec un ami, vont pouvoir s'orienter vers des services de Nightline au cours de la nuit, échanger à un moment où justement ils se sentent le plus vulnérables et avoir l'opportunité de bénéficier de l'écoute active d'un des écoutants. Est-ce qu'on sait si ça concerne plutôt les filles, les garçons, une tranche d'âge ou c'est difficile à mesurer là Non, aussi? c'est difficile à cause de la confidentialité. Madame Allard, vous me disiez que depuis la crise, vous aviez quasiment doublé votre effectif de psychologues au sein de votre service. Oui, c'est juste. C'était grâce aussi, ça aussi c'est de la coordination peut-être à plus haut niveau, mais grâce au fonds de la région, des établissements d'enseignement. Et ça, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut parler du service à l'enfance? Quelques mots, Madame Pawan, parce que vous êtes vous occupez de ce service et vous me disiez que les fonds sont vraiment insuffisants aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour demander davantage d'aide? Alors, demander de l'aide, déjà, c'est de rendre cette population visible. Je crois que c'est extrêmement important de pouvoir se dire que nous avons en France des enfants, adolescents et jeunes adultes, des jeunes en très grande situation de vulnérabilité. Voilà, on parlait tout à l'heure des moyens. Les services de protection de l'enfance étaient déjà très limites par rapport à leur mission en termes d'adéquation entre les moyens et les besoins avant la crise. Ça s'est majoré au moment de ce confinement. On le sait, il y a une augmentation des violences intrafamiliales, par exemple. Mais ça veut dire aujourd'hui, très concrètement sur les territoires, qu'il y a des enfants qui ont été placés par le juge des enfants et les services de protection ne peuvent pas organiser ce placement. Donc des enfants qui ont été repérés comme étant pas bien traités, pour ne pas dire seulement maltraités, pas bien traités par leurs parents, mais qui ne sont pas à distance de ses parents. Donc la pédopsychiatrie aussi a malheureusement une discipline qui était déjà sinistrée avant le confinement et qui devrait là répondre à, on l'entend tout à fait, et ça concerne tous les âges. Les enfants aussi ont un besoin accru de soins en santé mentale, mais les dispositifs ont énormément de mal à répondre rapidement à l'ensemble de ces besoins. Dans la région, il y a des CMP qui ont vu leur activité, les demandes multipliées par 4 après le confinement. Quand déjà on a des délais d'attente de quelques mois, ce qui n'est pas tout à fait normal dans notre discipline, ça devient absolument critique. Alors comment faire pour continuer à demander de l'aide? Voilà, le dire déjà, essayer effectivement de le quantifier et de valoriser ce qui marche, parce qu'il y a quand même des initiatives positives. On voit à peu près comment on pourrait améliorer tout ça. Alors, sur une note positive, des initiatives positives, on peut en parler? Qu'est-ce que vous avez pu noter? Oui, il y en a, heureusement. Il y a des expériences qui ont été positives dans les territoires. Alors, pour ce qui concerne cette population qui vraiment nécessite ce maillage très, très serré entre différents acteurs, on se rend compte que le niveau de collaboration dans les territoires, collaboration comme ça intersectorielle, étaient déjà d'assez bonne qualité et elles se sont renforcées au moment de la crise. Un exemple très, très concret, dans un département, il y a eu au moment du confinement, très vite une communication entre les services hospitaliers de pédopsychiatrie, les services de protection de l'enfance donc, et le déclic de ce département pour essayer de repérer les jeunes a priori les plus à risque dans cette période très particulière du confinement de mars 2020. Ça a été très simple de se contacter et finalement de partager nos craintes, nos inquiétudes avec donc un langage commun. C'est ça que ça a montré. On avait déjà un langage qui était partagé et ça a permis de repérer les jeunes qui effectivement nous inquiétaient le plus dans ce contexte et de prioriser du coup notre travail auprès d'eux. Et par exemple, les déclics qui organisent ces fameuses réunions pluriprofessionnelles ont en fait pu accélérer, augmenter la fréquence de ce soutien aux professionnels de proximité, avec des réunions qui se tenaient par exemple toutes les semaines pour les jeunes qui nous inquiétaient le plus, tous les 15 jours pour ceux qui étaient a priori un petit peu moins vulnérables, et puis d'autres qui étaient dits à la demande. Ce qui était marquant à ce moment-là, ça a été la facilité avec laquelle nous nous sommes mis d'accord, cette organisation renforcée dans ce moment de crise, le fait qu'on s'est rendu compte qu'on avait effectivement une culture commune de travail, qu'on a pu réactiver fortement à ce moment-là, mais cette collaboration-là, elle avait été créée avant la crise. C'est ça qui était intéressant. Et donc, si on est dans l'idée d'essayer d'améliorer notre système et notre réponse, et les questions notamment de coordination, ce serait de bien repérer, de bien évaluer l'existant et de pouvoir les renforcer.
Qu'est-ce que vous attendez les unes et les autres de ces nouveaux dispositifs d'aide à la coordination que sont les DAC? Est-ce que vous en attendez énormément? Est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Est-ce que, voilà, quelles sont vos attentes par rapport à tout ce qui se met en place aujourd'hui, Madame Allard, peut-être? C'est relativement nouveau pour nous, puisqu'on n'était pas un public normalement qui était destiné à la coordination. Donc, on attend une meilleure prise en charge tout simplement de l'étudiant. Wissal, est-ce que c'est quelque chose qui va vous impacter chez Nightline ou pas forcément? Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que justement cette attention gouvernementale, elle est inédite. On espère qu'elle va se poursuivre après la crise Covid, puisque la crise en santé mentale étudiante, elle précède la crise Covid. Donc oui, on a beaucoup d'espoir. On a surtout envie d'une meilleure coordination. On s'en rend compte, en fait, il existe une multitude de services de santé, que ce soit des services de santé universitaires, en dehors du campus, que ce soit dans les CMP. Une meilleure communication. Ça tient à quoi, pardon, je vous coupe, ça tient à quoi une meilleure coordination finalement? Un meilleur dialogue entre les acteurs. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ce dialogue, ou très peu? Qu'est-ce qui bloque? Mais je pense que c'est très facile de travailler en silo. Faut vraiment penser la rencontre et la coordination comme un vrai travail et pas avoir l'impression de perdre du temps en fait. Moi, je sais qu'on est beaucoup des soignants et on a l'impression que quand on n'est pas face au patient ou à l'étudiant, on ne travaille pas. Mais non, quand on fait des réunions, quand on va à la rencontre d'autres et qu'on sait mieux réorienter vers des personnes qui pourraient mieux prendre en charge l'usager, c'est aussi du travail. On va entendre Madame Baucher. Non, elle a disparu parce qu'elle a des conseils à nous donner pour mieux aborder la crise. Madame Pavoine, vous êtes d'accord avec ce que dit Bénédicte Allard? Oui, la coordination, c'est un travail en soi. J'espère, ça fait des années que je le fais, donc j'espère que je ne suis pas payée pour rien. Non, oui, c'est un travail en soi, c'est-à-dire que c'est un travail dans le sens où ça nous oblige à sortir de nos habitudes. On n'est pas formé, en tout cas de ma génération, n'a pas été formé initialement d'emblée à une collaboration avec d'autres secteurs de travail. Donc il faut pouvoir aller rencontrer d'autres professionnels qui ont d'autres références dans la tête, qui ont aussi un autre vocabulaire. Il faut pouvoir se comprendre, quoi. Et ça, c'est un cheminement à faire ensemble. Ça demande du temps, de la volonté, des cadres aussi, et certainement une volonté politique. Je crois que ça y est, mais il faut qu'on continue à évoluer les uns les autres. Oui, parce que c'est perçu, comme disait Madame Allard, au départ comme une perte de temps et d'énergie, alors qu'il y a un vrai retour sur investissement finalement. C'est pas du tout une perte de temps et d'énergie. J'aurais bien aimé qu'on ait à nouveau Madame Baucher, je ne sais pas si elle tente de se reconnecter, parce qu'elle avait quelques conseils à nous donner pour aborder cette rentrée qui s'annonce dans quelques jours, la rentrée universitaire. Peut-être les unes et les autres, vous avez des conseils à donner ou voilà, qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message, Madame Pavoine? Je me permets de reprendre du coup votre question sur qu'est-ce qu'on peut attendre des DAC. Bien sûr. Puisque voilà, on a entendu tout à l'heure la question de connaître l'existant. Déjà, je pense que ces dispositifs sont là pour bien recenser ce qui existe sur leur territoire d'action et pouvoir présenter l'ensemble de ces ressources à tous les appelants. Un autre élément intéressant, je crois, dans ces dispositifs, c'est que c'est une sorte de porte d'entrée extrêmement large. Tout à l'heure, je parlais des conditions ou des seuils pour rentrer dans un dispositif. Bon, ça complique la tâche ou du public ou des professionnels qui recherchent un appui et une ressource. Donc, en tout cas, moi, je peux attendre des DAC dans les différents territoires, déjà, qui nous facilitent énormément cette recherche et qui puissent nous faire gagner du temps sur quelque chose qui est souvent assez chronophage. Et puis, comme tout nouveau dispositif, on espère qu'ils vont pouvoir s'implanter en optimisant l'existant. C'est toujours très difficile de trouver une place et de se construire, mais il y a déjà des initiatives et des organisations dans les départements qui sont intéressantes et essayer de voir si on peut encore, ce que je disais un peu tout à l'heure, optimiser ces dispositifs là et faire qu'ils rendent encore mieux le service qui est attendu pour leur population cible. Madame Allard, comment est-ce qu'on aborde la rentrée universitaire dans votre service? À quelques jours de cette rentrée, c'est quoi? C'est fin septembre? Oui, ça dépend des universités, mais on attend encore certaines directives, donc on ne sait pas tout. Entrée en présentiel ou pas, on ne sait pas encore. Normalement, oui. Normalement, oui. Voilà. Et vivement que les étudiants retrouvent leurs amphis, leurs profs, leurs amis, leurs bars. Ça correspond à une demande qu'ils formulent aujourd'hui? Je pense. Moi, je ne les vois pas directement, mais j'imagine que oui.
chez Nightline, quels sont voilà, est-ce que vous avez des échos par rapport à cette rentrée? Est-ce qu'il y a des gens qui font appel au service de ligne d'écoute pour étudiants en disant que voilà, cette rentrée, l'approche de la rentrée les angoisse? Est-ce que déjà il y a des choses que vous anticipez? Alors, encore une fois, la confidentialité m'empêche d'avoir accès au contenu des échanges. Mais nous, ce qui nous semble vraiment important de dire aux étudiants, c'est que depuis tout à l'heure, on a pu évoquer une multitude de troubles en santé mentale. Ça peut nous affecter tous et toutes, chacun à un moment de nos vies, et qu'il ne faut pas hésiter à avoir recours notamment à des services comme ceux de Nightline, avec l'idée toujours qu'il n'y a pas de petits problèmes et qu'on n'est pas seul. Et prendre vraiment ce temps, à intégrer un petit peu cette idée que prendre son temps pour sa santé mentale, c'est pas une perte de temps en soi, il n'y a aucune honte à ça et qu'on n'est pas seul. Merci en tous les cas à tous les trois. Je crois qu'on ne récupérera pas Madame Baucher. Malheureusement, le signal est trop faible, me dit-on dans l'oreillette. Je ne vois pas non plus de questions. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Peut-être un dernier message, les unes et les autres. Madame Allard? Oui, je voulais ajouter, j'étais d'accord avec la première intervenante par rapport au fait que le problème il était préexistant. Finalement, ça a fait couler beaucoup d'encre, le fait que ce soit médiatisé. Mais moi, j'ai cette question. Pourquoi les jeunes vont si mal encore, hein, Pourtant, je fais que ça toute la journée, mais il y a 15 ans, la génération des personnes qui avaient 20 ans n'avait pas des scores d'anxiété, d'inquiétude aussi mauvais. Pourquoi celle-là, elle a... Indépendamment de la crise, vous voulez dire? Exactement, indépendamment de la crise. Et donc, je pense qu'il faudrait plus de recherche là-dessus. Il y a une grosse étude qui s'appelle iShare sur la santé des étudiants. Mais ce serait intéressant de faire plus de recherche dessus pour comprendre qu'est-ce qui fait que les étudiants vont si mal. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Parce que Madame Rocher, ce qu'elle avait dit, c'est on n'habite plus chez ses parents, on doit être autonome, mais ça, c'était des choses qui arrivaient aussi avant. Donc pourquoi ceux-là, ils vont si mal? Vous avez une petite idée sur la question, Madame Pavoine, ou pas du tout, en tant que pédopsychiatre? Oui, on a quand même... Les réseaux sociaux, enfin, sans vouloir donner mon avis, mais on n'a pas des retours très bons hein, sur une journée passée sur les réseaux sociaux. Ça aide pas psychologiquement. Je crois que globalement, la crise l'a montré aussi, c'est que pour se construire et pour devenir, mais même après quand on est adulte, hein, on a besoin de points d'appui un peu solides. Et on a quand même une société qui se précarise dans tous les sens, pas seulement du côté de l'emploi ou du logement, mais plus rien n'est garanti quand même. Hein. Et ça suppose du coup de pouvoir prendre sur soi beaucoup plus d'efforts pour pouvoir avancer dans sa vie, construire ses différents repères et un peu tout ce qu'on a évoqué, le logement, l'emploi, éventuellement le couple, etc. Moi, j'étais assez frappée pendant cette crise, et je pense que c'était préexistant, mais ça a été majoré. J'étais assez frappée par le discours, alors relevé par certains médias, je ne dis pas que tous l'ont fait, mais quand même, on a eu un discours sociétal assez dur sur les jeunes. Quand vous regardez un peu ce qui se dit au début, ce sont des jeunes qui sont irresponsables, qui sont contaminants, ils font la bamboche, c'était un peu le terme du moment. Et je trouvais ça extrêmement dur, parce que dans le même temps, vous savez ce que vous avez évoqué, on avait des jeunes qui s'isolaient, qui n'avaient plus la possibilité d'aller dans leur lieu d'inscription classique, hein, le groupe d'amis, éventuellement venir chez ses parents quand ils habitaient un peu loin malgré le confinement, l'université ou l'école, le club de sport, etc. Et que ça a énormément fragilisé tout le monde. Mais déjà avant le confinement, il me semble que ces espaces d'inscription n'étaient pas aussi solides que les générations précédentes. Et c'est peut-être, ce sera creusé, en tout cas analysé plus que ça, c'est un peu une impression personnelle, mais il me semble que ça peut être un peu un fil de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi cette génération est effectivement plus en difficulté. Alors, on me dit qu'il y a des questions. On va me les envoyer d'ici quelques secondes. Donc, le temps qu'elles soient rédigées, parce que là, j'ai rien sur ma tablette, donc j'attends sur mon téléphone. Oui, quand même, les sociétés, comme vous le disiez, je pense que la société d'aujourd'hui n'est pas plus fragile ou on ne s'interroge pas plus au niveau professionnel ou du couple, au niveau société, qu'il y a 20 ou 30 ans, ou même dans les années 68, 70, où c'était vraiment... Voilà. Est-ce que cet impact des réseaux sociaux, c'est une question qu'on creuse en pédopsychiatrie réellement? Est-ce que c'est pris au sérieux aujourd'hui? Oui, alors bien sûr, en termes d'impact, hein, puisqu'il y a une question de pression narcissique hein, qui se fait sur les réseaux sociaux, par exemple. Hein, le harcèlement scolaire peut en faire partie, mais on essaye aussi de les utiliser comme des outils.
On l'a entendu, je crois qu'on l'a entendu ce matin. Je pense à l'initiative Les Promeneurs du Net, où des éducateurs maintenant ont aussi des profils, sont identifiés comme promeneurs du net, et en fait créent une présence éducative virtuelle. Mais ça permet à des jeunes qui sont aussi assez régulièrement sur Internet et ben, d'avoir des échanges avec un professionnel et donc d'être conseillé, aidé, etc. Donc progressivement, il y a des pratiques nouvelles un peu qui émergent. On va essayer d'utiliser aussi cette virtualité plutôt pour aider. Alors, j'ai reçu les questions. Ça y est. Une question, la première. Est-ce qu'on ne sous-estime pas la réalité du mal-être des jeunes du fait de la résilience ou du malaise internalisé? C'est à vous, Madame Pavoine, peut-être que ça va cette question. Oui, alors là, ça touche, ça a été évoqué, je crois, dans une des interventions ce matin, pardon. Ça touche la représentation que l'on a, c'est Dr Boucher qui l'a dit au début. Voilà, ça touche vraiment la représentation que l'on a de la jeunesse, vous l'avez souligné aussi. On a un peu cette idée qui est fausse, que parce qu'on est jeune, alors ça va bien. Un peu l'image de l'innocence de l'enfance qui est tirée comme ça jusqu'à la fin de l'adolescence. Les situations sur le terrain nous montrent que c'est pas tout la réalité. 20 ans n'est pas le plus bel âge. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais des fois 5 ans non plus n'est pas le plus bel âge, vous voyez. Mais oui, malheureusement. J'ai l'impression quand même, et j'espère que ça va continuer, que comme cette crise a fait un focus quand même sur cette vulnérabilité-là, qu'on va pouvoir continuer à en parler, que ça va diffuser et que du coup, il y aura une prise de conscience collective, notamment politique, de manière à pouvoir répondre à ces besoins. Madame Allard, on a un peu répondu à cette question, mais on me la repose. Comment se passe la prise en charge des étudiants hors des villes universitaires, donc Castres, Rodez, etc. Comment vous les prenez en charge, les étudiants ? En ce moment, on fait appel à Santé Psy étudiants, ou alors on a des psychologues qui peuvent intervenir en téléconsultation, ou alors on a des permanences de psychologues sur certaines villes, en tout cas pour la santé mentale, c'est comme ça. Et ensuite, pour les autres, est-ce que la question est que pour la santé mentale ? Oui. Okay. Prise en charge des étudiants, pardon. Ensuite, selon les demandes, les demandes nous sont revenues soit via l'infirmière sur place, soit directement à Toulouse. Et puis, on fait une prise en charge à distance, par exemple, pour certaines assistantes sociales, si c'est possible. Et sinon, on va sur place. Autre question. A-t-on idée de l'incidence de la crise sur la diplomation et la réussite des étudiants ? C'est vrai que ça, c'est les diplômes, le fait d'être diplômé. Et du coup, de ne pas être... Enfin, d'être diplômé... en digital et de pas. Est-ce qu'on a une idée de est-ce qu'il y a un impact ? Est-ce que ça... Je sais pas. J'imagine que oui, mais on n'a pas encore de chiffres, je pense. Vous non plus Non, d'autant que je pense que pour certains jeunes, cet effet se mesurera plus tard, puisqu'en fait, il y a des petits décalages en termes de niveau scolaire ou niveau d'apprentissage qui commencent à apparaître, mais qui vont probablement se majorer au fil du temps. Donc, il est possible, si les recherches portent là-dessus, que ces résultats arrivent un peu plus secondairement. Ouais. Je crois qu'on a les résultats des bacs et que ça n'a pas changé, non ? Possible. Il me semble qu'il n'y a pas eu trop de... On a un partage d'expérience personnelle de Madame Husson dans le chat qui nous écrit « Nous avions commencé des entretiens avec la MDA de Montpellier pour ma fille de 15 ans qui avait besoin d'un suivi psy. Or, avec l'arrivée de la pandémie, tout est tombé à l'eau. Même avec mes diverses relances, du coup, ma fille s'est davantage isolée. » Qu'est-ce qu'on peut dire à cette maman qui est préoccupée ? On peut d'abord s'excuser. Parce que je crois que quand des suivis sont engagés comme ça, et on a essayé quand même de maintenir tous les suivis. Il y a des maisons des adolescents qui ont proposé des entretiens téléphoniques aux jeunes qu'ils connaissaient déjà, où on laissait une ligne ouverte, plus ou moins utilisée. Il y a des jeunes qui ont été très mal à l'aise de poursuivre aussi leurs consultations à distance, par téléphone ou en visio. Donc on était quand même dans un cadre effectivement très contraint. Et ça, effectivement, il y a certainement des suivis qui ont dû être interrompus, mais c'est extrêmement dommageable. Une autre question, est-ce qu'il existe une gouvernance commune entre le ministère de la Santé et de la Solidarité et les ministères chargés de l'éducation, enseignement supérieur et recherche ? Est-ce que l'une d'entre vous le sait ? Vous pouvez répéter la question ? Est-ce qu'il existe une gouvernance commune ? Une gouvernance, non, mais on fait beaucoup de réunions avec le rectorat, avec les présidents des universités, l'ARS. Enfin, on est souvent tous ensemble autour de la table, surtout, notamment pour la question de la Covid, des vaccinations, des dépistages, de toutes ces choses-là.
Une question qui me vient à l'esprit maintenant sur la santé mentale des jeunes. Est-ce que vous êtes en lien avec les médecins traitants? Alors nous, pardon, au SIMS, on n'est pas médecin traitant, mais comme on a notre propre armada de médecins, en général, ils viennent pour quelque chose de ponctuel. Là aussi, je pense que les psychiatres, la psychiatre, effectivement, doit être en lien avec les médecins traitants. Voilà, pour des suivis à plus long terme, oui. Sachant que les étudiants, ils sont étudiants pas forcément très longtemps. Des fois, ils viennent chez nous, ils sont en fin de cycle. Donc ça, c'est quand même une population qui a on a un fort turnover en fait. Hein. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, un étudiant qui se présente à vous pendant cette crise en situation de détresse mentale, est-ce qu'on va faire appel à son médecin traitant pour avoir un historique, pour avoir... est-ce que vous êtes en lien, vous, en pédopsychiatrie, avec les médecins traitants? Alors oui, il y a une habitude de lien avec les médecins traitants, certainement insuffisante à ce que nous disent nos collègues de premier recours, ça sans aucun doute. Quand je vois la maison des adolescents, par exemple, du département sur lequel je travaille, fonctionner, la psychiatre qui intervient fait un lien systématique avec le médecin traitant quand il est nommé par les jeunes. C'est très probablement une voie d'amélioration quand même sur la question de la coordination entre la médecine de premier recours et les dispositifs plus spécialisés ou dits de seconde ligne. On y travaille notamment par des outils, on l'a entendu aussi ce matin, par des outils quand même de coordination et des moyens de communication. Mais là aussi, quelques obstacles peuvent arriver. Moi, je suis sur un département plutôt rural. Tous les collègues n'ont pas de très bonnes connexions, c'est tout bête, mais n'ont pas de très bonnes connexions. D'ailleurs, c'est un peu ce qui semble se passer avec notre collègue de Nantes. Donc, c'est des freins comme ça, c'est des petits freins, mais c'est des obstacles qui se cumulent et font que cette coordination n'est pas si simple que ça. La volonté est là, ça, sans aucun doute, mais on a encore besoin d'avancer. Et moi, j'aimerais qu'on revienne et qu'on insiste sur ce que vous avez dit en préambule. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Le travail d'après, c'est quoi, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour aborder peut-être cette prochaine rentrée ou en tous les cas, quelles leçons vraiment on tire de ce qu'on a vécu pour essayer d'améliorer la coordination et venir en aide à cette population en détresse? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on en parle. Ce qui est bien, c'est qu'on met l'accent sur cette problématique. Ce qui est bien, c'est qu'on organise des tables rondes sur cette problématique et cette thématique. Mais concrètement, le travail d'après, c'est quoi? Ce sera ma dernière question. C'est de continuer comme ça, de continuer ce travail de coordination. Nous, c'est vrai qu'on le fait au niveau vraiment terrain, de santé et tout ça, mais on le fait aussi à l'échelle de l'université avec un schéma d'amélioration de la vie étudiante qui couvre plein de thématiques, dont la santé. Et quand on met tous les acteurs autour de la table, on se connaît mieux, on se comprend mieux et on trouve des pistes de collaboration. Wissal, je ne vous ai pas demandé le numéro de Nightline. À quel numéro il faut appeler pour... Je ne le connais pas non plus. Ah bah d'accord. Alors, les prochaines étapes chez Nightline, c'est quoi? Ouverture d'antennes, différentes antennes, c'est ça? Pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on a réfléchi, surtout étendre l'annuaire. Mais je voulais revenir tout à l'heure sur des exemples de coordination. C'est vrai qu'en France, ça paraît encore un peu complexe. Chacun, on travaille un peu en silo, on est spécialisé on est chacun crampé dans nos spécialités. Mais dans la culture anglo-saxonne, ils ont une approche qui est très intéressante qui s'appelle la Whole University Approach, donc une approche de l'université entière, où en fait tous les acteurs de l'environnement de l'étudiant vont être impliqués à un moment ou à un autre dans un espèce d'aller mieux et vont s'imposer comme des acteurs dans le parcours de soins de l'étudiant. Ça peut être par exemple les professeurs qui vont être en capacité, parce qu'ils sont au contact des étudiants au quotidien, de détecter des signaux faibles de dégradation de la santé mentale étudiante. Ça peut être le concierge du logement de la résidence universitaire qui est aussi très en contact, qui peut se rendre compte si un étudiant n'est pas sorti de sa chambre depuis un petit moment et qui peut lui faire des visites et potentiellement l'orienter vers des spécialistes. Ça passe aussi par une augmentation des fonds alloués pour le recrutement des psychologues universitaires. Nous, on a pu rédiger un rapport dédié à l'étude des équivalents temps plein avec une comparaison internationale et on se rend compte qu'en France, on est bien en dessous des recommandations internationales pour le nombre d'étudiants, enfin par rapport au ratio entre le nombre d'étudiants et le nombre de psychologues. Donc passer par là et se dire que c'est faisable, c'est possible, ça a été fait ailleurs.
Le mot de la fin pour vous, Madame Pavoine. Le travail d'après, c'est quoi? Effectivement, continuer, même si certains sont épuisés. Je crois que la crise des métiers du soin est quand même très documentée maintenant et bien actuelle, d'une part. Et puis l'autre idée, c'est de continuer à travailler à transformer cette représentation qu'on a comme ça collectivement sur la question de la jeunesse. Le jeune âge ne doit pas masquer la vulnérabilité de ces jeunes-là. Merci en tous les cas, mesdames, pour la grande qualité de vos interventions. On aura l'occasion de remercier Madame Baucher, effectivement, d'être intervenue un peu plus tôt dans le débat. On n'a pas réussi à la maintenir avec nous autour de cette table ronde, mais on retient beaucoup de choses très intéressantes. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir posé des questions aussi précises et intéressantes. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la deuxième journée de ces universités 2021 de la coordination en santé, table ronde à 9h. Excellente fin de journée à tous et à demain. Prenez soin de vous.